Merci beaucoup. On va pouvoir commencer. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à Intersud 2021. Donc, je suis Hubert Vialat, journaliste économique. J'ai le plaisir d'animer les deux conférences de la matinée où nous aborderons le virage pris par l'Ouest Hérault en matière de transition vers les industries vertes. Je précise que les deux conférences sont aussi retransmises sur le Facebook Live de la CCI de l'Hérault. Donc nous remercions aussi celles et ceux qui nous suivent à travers leur écran, soit en direct, soit plus tard en replay. La première table ronde, donc jusqu'à 11 heures, nous commençons avec la conférence sur les filières porteuses des industries vertes sur l'Ouest Hérault. Donc pour en parler, j'invite à me rejoindre sur scène Capella Festa. Bonjour Madame Festa, vous êtes directrice d'exploitation de Genvia, qu'on ne présente plus. Genvia, société de projet visant à produire à Béziers de l'hydrogène décarboné. Un projet dont on a beaucoup parlé ces derniers jours avec la venue du chef de l'État Emmanuel Macron à Béziers le 16 novembre et l'annonce de 200 millions d'euros d'aide pour le développement d'une gigafactory d'électrolyseurs. Virginie Monnier-Mang. Bonjour Madame Monnier-Mang, vous êtes représentante d'EDF en Occitanie Est. EDF qui est également très présente dans l'Ouest Hérault avec sa filiale EDF Renouvelable, qui est un centre avec un centre de maintenance et d'exploitation Europe basé à Colombier. Philippe Chapeau, bonjour Monsieur Chapeau, vous êtes directeur des achats et des approvisionnements chez Veolia Recyclage et Valorisation des déchets France. Donc Veolia qui offre des solutions pour le recyclage des déchets en matières premières, pour assurer la valorisation énergétique des déchets non recyclables, pour la réduction des déchets ultimes, etc. Vous aurez aussi un message RSE pour les PME présentes dans la salle. Et Didier Katzenmayer, bonjour Monsieur Katzenmayer, vous êtes directeur aux affaires industrielles d'Airbus Opérations. Également président du club stratégie achat de Haute-Garonne et vous êtes aussi vice-président de l'UIMM Occitanie. Bonjour mesdames, messieurs. Vous pourrez donc ensuite poser vos questions, bien sûr, en fin de table ronde. Donc on va essayer de faire des échanges entre nous pendant 45-50 minutes maximum pour avoir 10 minutes d'échange, bien sûr, avec la salle. Monsieur Katzenmayer, peut-être on va commencer avec vous sur le club stratégie achat 31 qui a été créé par la CCI Toulouse-Haute-Garonne il y a fort longtemps déjà, il y a plus de 25 ans. Vous pouvez rappeler en quelques mots ce que c'est, puis bien dire aussi à nos amis qui sont dans la salle que malgré, bien que son nom ne l'indique pas, c'est Club Stratégie Achat 31, mais ça concerne aussi les PME de toute la région, y compris du Biterrois. Oui, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, le Club Stratégie Achat a une existence depuis quelques années, 25 ans que ce club a été créé. Et il a pour vocation de faire le lien entre les maîtres d'œuvre qui sont sur le territoire, notamment de la Haute-Garonne, mais au-delà, et l'ensemble des industriels du secteur, mais également des startups, également des sociétés qui offrent des solutions, quelles qu'elles soient. Donc on appelle ça des offreurs de solutions. On est là pour faire ce liant. Pourquoi ? Tout simplement parce que ce club est constitué d'un ensemble de directeurs d'achat. On va retrouver tout un ensemble d'industriels et des gens qui œuvrent également dans le domaine de la commande publique, donc pas uniquement dans le privé. Et le but est d'une part, faire en sorte d'établir ce lien fort avec les territoires, et le deuxième, d'amener des réponses concrètes. Très souvent, lorsqu'on est une petite société, et c'est pas péjoratif, mais quand on est une start-up, une TPE ou une PME, on a beaucoup de difficultés de pouvoir accéder au directeur achat. Et la vocation du club, c'est de mettre ce liant et de faire en sorte d'établir ce relationnel qui, pour certaines personnes, est parfois très difficile. Donc on y retrouve beaucoup de représentativité sur le territoire, le groupe Fabre, CAF, France, EDF, on retrouve Airbus, mais
retrouve également des structures qui sont du ressort de la commande publique. Donc on va retrouver la direction achat de la région Occitanie, on va retrouver le conseil départemental, on va retrouver tout un ensemble d'institutionnels. Et on a pour habitude d'œuvrer sur un ensemble de thématiques. Et notre prochain événement phare, ça va être des rencontres B2B qu'on va organiser le 22 janvier prochain au palais consulaire de la CCI de Haute-Garonne à Toulouse. Et le but étant là de favoriser du B2B comme on peut le faire aujourd'hui. Voilà. Très bien. Vous restez avec nous, bien sûr, et vous pouvez intervenir, rebondir, poser des questions aussi, si vous le souhaitez, au fil des échanges. Capella Festa, on va commencer avec vous. La question que je vais vous poser à vous trois est toute simple. Présentez rapidement votre activité en matière d'industrie verte. Hein. Enfin, c'est le thème de la matinée. Et puis ce que vous ressentez aussi en termes de marché, d'évolution de business, de perspectives sur ce segment des industries vertes. Capella Festa, Genvia, on a beaucoup parlé de Genvia, l'hydrogène décarboné. Vous pouvez rappeler à la salle, je vois qu'il y a beaucoup de jeunes et c'est un plaisir d'avoir beaucoup de jeunes face à nous. Je suis sûr qu'ils en savent plus que moi sur l'hydrogène décarboné, mais peut-être réexpliquer la différence entre la production d'hydrogène et la production d'hydrogène décarboné et ce que va apporter Genvia dans les années prochaines. C'est plein de promesses pour le territoire. Oui, tout à fait. Merci Hubert et merci à Intersud d'organiser ce super journée de rencontre aujourd'hui. Donc je représente Genvia. On entend beaucoup parler, mais il y a un an, on n'entendait pas parler parce qu'on n'existe que depuis le 1er mars. Donc Genvia, c'est une entreprise, c'est un joint venture, donc un partenariat entre Schlumberger, dont Cameroun France fait partie, et le CEA, donc le grand centre de recherche français basé beaucoup à Grenoble, à Cadarache aussi, et 3 autres partenaires, donc Vicat dans les cimenteries, Vinci Construction, vous connaissez peut-être bien, et aussi la REC de l'Occitanie. Donc notre partenariat, on a les grands industriels, mais aussi des partenaires publics, grands centres de recherche publics, mais aussi la région ici. Et je pense que c'est un aspect très intéressant de cette transition, de ces industries vertes qui commencent à se créer, parce qu'il faut qu'on décarbonise la planète, que les partenariats et industriels et publics, mais aussi très régionaux et locaux sont très importants. Donc Genvia, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on existe depuis 1er mars et on va fabriquer des électrolyseurs et des piles à combustible. Donc qu'est-ce que c'est un électrolyseur et qu'est-ce que c'est de l'hydrogène bas carbone? Donc un électrolyseur, ça prend de l'eau, donc H2O à l'entrée, et en ajoutant de l'énergie, surtout sous forme d'électricité, on va splitter la molécule H2O en H et O. Donc on split l'eau quelque part en hydrogène et oxygène. En général, l'hydrogène, il y en a beaucoup, mais c'est surtout, on le trouve attaché à d'autres molécules. On le trouve dans le gaz naturel, CH4, attaché à du carbone, et dans de l'eau, on le trouve attaché à l'oxygène. Donc, il faut de l'énergie pour pouvoir splitter ces molécules pour créer de l'hydrogène et accessoirement de l'oxygène. Donc, pourquoi on cherche à faire ça? Donc là, la question, vous avez beaucoup entendu parler de cet objectif d'être zéro carbone, net zero en 2050, ce qui est, il faut dire, une tâche absolument monumentale. On consomme énormément de pétrole et de gaz et de charbon aujourd'hui dans tout ce qu'on fait, hein, tout ce qu'on trouve autour de nous, toute notre vie quotidienne. Et le tout, c'est de voir comment on arrive sur ce chemin de décarbonisation. Les éoliennes, l'électricité verte, on sait comment le faire. Mais un molécule vert qu'on peut stocker, qu'on peut utiliser comme fuel, c'est plus compliqué. Le molécule vert qui sera le molécule de préférence dans ce qu'on voit pour l'instant, ce sera l'hydrogène. Mais l'hydrogène fabriqué à partir des électrons verts ou de bas carbone en tout cas. L'idée, c'est de ne pas produire du CO2. Donc, un électrolyseur va prendre de l'électricité. Bon, il vaut mieux que cette électricité soit bas carbone ou
ou fait à partir des renouvelables, ça peut être du nucléaire qui est bas carbone aussi, pour produire de l'hydrogène. Et après, on peut imaginer toutes sortes d'utilisations avec cette molécule d'hydrogène, comme fuel, comme vecteur de décarbonisation des industries, qui est aussi un aspect très important. Donc chez Genvia, Dans la mobilité aussi. dans la mobilité, sûr. absolument, absolument. Donc chez Genvia, on va fabriquer les objets, les électrolyseurs, pour produire de l'hydrogène bas carbone ou vert. Et le but, c'est d'arriver à produire un hydrogène vert à prix compétitif, ce qui n'est pas encore possible aujourd'hui, mais c'est le but de cette Gigafactory qui va Tout à voir fait. le jour progressivement sur le site de Cameron. Tout à fait, tout à fait. Donc le vrai challenge dans cette transition énergétique, c'est d'être sûr que l'énergie qu'on achète demain n'est pas plus chère que l'énergie qu'on achète aujourd'hui. Et actuellement, lorsqu'on parle d'un molécule d'hydrogène vert, ça coûte bien 3 à 6 fois plus cher que d'acheter un molécule d'hydrogène fait à partir de charbon ou de gaz naturel. Donc le challenge, c'est de faire baisser ce prix. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc lorsqu'on produit de l'hydrogène vert en électrolyse, 75% du prix de ce kilogramme d'hydrogène produit est le prix de l'électricité à l'entrée. Donc, il faut arriver à faire baisser le prix de l'électricité, ce qu'on fait lorsqu'on monte l'échelle de production éolienne, solaire, etc. Mais il faut aussi acheter l'électrolyseur pour faire cette transformation. Et il faut baisser les prix des électrolyseurs aussi pour y arriver. Donc nous, chez Genvia, on travaille sur une technologie de prochaine génération. C'est une technologie qui n'est pas encore complètement mûre, qui est de haute température, qui a une promesse de rendement. Et lorsqu'on dit rendement, ça veut dire plus de kilogrammes d'hydrogène pour chaque unité d'électricité qu'on met. Donc, lorsqu'on sait que 75% de la facture pour l'hydrogène vert, c'est l'électricité, si on peut produire plus d'hydrogène pour moins d'électricité, ça devient très intéressant. Et après, c'est l'objet lui-même et d'être sûr que l'électrolyseur, on peut le fabriquer à bas coût. Et là, on est vraiment sur une production de masse très moderne, automatisée, et qu'on travaille cet objet pour être sûr qu'on peut le produire à un coût aussi bas que possible. À quelle échéance? Donc là, on commence tout juste. Donc ici, dans l'usine, qui est l'usine, je regarde le directeur de l'usine Cameron France ici à Béziers. Donc on appuie sur les compétences historiques qu'il y avait sur ce site-là et plus récemment sur toutes les compétences d'automatisation de lignes de production pour travailler, de baisser le coût de cet objet. Et on a commencé donc vraiment ces dernières semaines à produire les premières stacks d'électrolyseurs, donc le composant clé de cet électrolyseur. Là, pour l'instant, on les fabrique à une façon, je dirais, artisanale entre guillemets, mais au moins manuelle pour bien maîtriser chaque étape. Mais on est déjà sur le design, le concept de comment on va faire la ligne automatisée. Et après, c'est surtout de passer, on dit 3-4 ans, peut-être 5 ans, à apprendre comment bien maîtriser chaque élément de la technologie, faire mûrir certains aspects, faire des essais, apprendre à comment le produire à bas coût, de challenger un peu chaque aspect pour qu'on puisse arriver à ce coût. Et puis après, bien sûr, le baisse de coût arrive au moment où on monte le volume vers les volumes très importants qu'on compte faire dans le deuxième moitié de la décennie. En 2 chiffres, juste en termes de création d'emplois, ce que vous projetez, des créations d'emplois directes et indirectes, et le niveau d'investissement global. Il y a une aide, les 200 millions d'euros annoncés par Emmanuel Macron, c'est une aide de l'État pour accélérer, parce qu'il y a une compétition, j'imagine, avec d'autres pays. Enfin, c'est comme une méga start-up, il faut aller plus vite ou aussi vite que les autres, si j'ai bien compris l'idée. Mais c'est une aide, l'investissement sera supérieur à 200 millions d'euros. Je ne sais pas s'il est communicable. Oui, tout Monsieur à fait. Mas, je ne sais pas. Non, il n'est pas communicable. Bon, alors, on m'a dit que ça serait peut-être autour d'1 milliard d'euros, mais c'est pas Madame Festa qui me l'a dit. On m'a dit que. Voilà. C'est le journaliste qui parle. Donc, ça serait bon. Ce que je veux vous dire, c'est que c'est un investissement énorme pour
pour un territoire comme Béziers, quoi. C'est quand même une bonne nouvelle aussi. Et en création d'emplois, parce qu'il n'y a pas que les investissements qui comptent, il y a aussi les emplois, ce serait autour de... Oui, donc peut-être pour rebondir sur ce point, c'est vrai que c'est un challenge monumental. Il faut vraiment être presque audace en se disant, si on veut être zéro carbone, c'est vraiment de prendre les risques d'investir fortement. Il n'y a pas d'autre choix. Et là, on est sur un marché mondial tout de suite. Déjà, on a bien compris que l'impact CO2, il n'y a pas beaucoup si le CO2 est émis en Chine, en Inde, en Angleterre ou en France, c'est pareil pour nous tous. Donc, on est sur un marché mondial. Et si on regarde un peu ce qui s'est passé dans le solaire et le PV, on avait beau à faire beaucoup de travaux d'R&D en Europe, c'est les Chinois qui ont su faire la montée en capacité, la production. Les emplois, donc parce qu'après, il faut que je passe aux autres intervenants. Donc là, sur l'emploi, on projette d'avoir ce qu'on appelle un gigafactory, une production de l'équivalent d'un gigawatt d'électrolyseur en 2030. Ouais. Pour cette capacité-là, on sera sur à peu près 500 ou autour de 500 emplois directs. D'accord. Mais 1500 emplois indirects. Et ça, c'est tel qu'on voit le tâche de décarbonisation aujourd'hui. On s'est dit qu'un gigawatt, c'est peut-être modeste par rapport à la demande qu'on va voir. Donc voilà, on est sur 500 directs et 1500 indirects. Merci, merci Madame Festap. Virginie Monnier-Manque pour EDF, j'allais dire EDF qu'on ne présente plus, mais si, il faut justement présenter EDF dans les nouveaux métiers de la transition écologique et énergétique. Est-ce que vous pouvez rappeler rapidement les différentes filiales et aussi votre implication dans l'Ouest Hérault, dans ce territoire? Alors effectivement, EDF, tout le monde croit le connaître. On est historiquement producteur d'électricité. En Occitanie, c'est 9600 personnes. Sur la partie ex-Languedoc-Roussillon, c'est 3600. Et en fait, aujourd'hui, EDF s'investit dans ce qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire la neutralité carbone autour de nouveaux métiers. Alors, je vais déjà parler évidemment d'EDF Renouvelable, puisque EDF Renouvelable est historiquement implanté à Colombiers, à côté de Béziers. Et ce n'est pas une simple implantation régionale, en fait. EDF Renouvelable à Colombiers, c'est 200 personnes. Et puis surtout, et c'est très important de le dire, c'est le centre historique, mais c'est surtout le centre européen de pilotage de tous les parcs photovoltaïques et éoliens d'Europe d'EDF. Et donc, c'est important parce qu'EDF est le numéro 1 dans la production d'électricité renouvelable, donc photovoltaïque et éolienne. Et vous avez des éoliennes au Portugal, des panneaux photovoltaïques en Italie. Et c'est ici que tout est piloté et que tout est géré pour l'Europe. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, toute notre ingénierie se situe aussi à Colombiers. Et on a ouvert il y a 1 an des bureaux à Montpellier. On a recruté 150 personnes puisqu'on est en hyper-croissance et que dernièrement, vous avez peut-être entendu la radio, la presse, on annonce une multiplication par 7 du développement des énergies renouvelables en France et évidemment en Europe. Donc voilà, premier métier, les renouvelables et surtout ici, puisque c'est le cœur de l'entreprise EDF Renouvelable. Deuxième métier, évidemment, l'hydrogène, puisqu'on a une filiale qui s'appelle Inamix. Inamix a inauguré il y a 3 semaines à peu près le premier projet français de bus à hydrogène à Auxerre. Et on a de gros projets actuellement dans l'hydrogène en Occitanie, puisque la région Occitanie veut être la première région en termes d'hydrogène. Et donc, on a un très gros projet à Montpellier, à quelques kilomètres d'ici, avec une 50aine de bus en perspective qui vont passer à l'hydrogène à partir de 2024. On travaille aussi au Grau-du-Roi sur un projet assez intéressant, puisqu'en fait, on va passer un bateau à hydrogène. L'été, il servira à transporter les touristes et l'hiver à faire de la pêche, mais de la pêche durable, puisque avec l'hydrogène, comme on l'a dit, on n'émet plus de CO2 et donc on est neutre en carbone. Et à donner des idées aussi aux autres pêcheurs.
C'est aussi impulser peut-être Tout à fait, puisqu'en fait, amener à changer les comportements et les investissements aussi. et c'est même plus que ça en fait. C'est assurer pour le littoral méditerranéen demain qu'on pourra encore pêcher, puisque quand on rejette du CO2, entre guillemets, on tue des poissons, et que si on veut continuer à faire de la pêche, il faut faire de la pêche durable. Et ça, c'est une vraie solution qu'on est en train de développer avec la région Occitanie, l'ADEME, etc. Et puis après, on a aussi des métiers au travers de notre filiale d'Alkia, dans ce qu'on appelle le chaud et le froid. Donc, c'est des grands réseaux qui vont alimenter les villes en chaud. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, on développe ce qu'on appelle le froid durable. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ici, en Occitanie, on est déjà dans le changement climatique. Les pointes de chaleur, on les vit déjà. Et donc, en fait, faire du froid avec une petite climatisation qu'on a achetée dans un supermarché, c'est catastrophique pour l'écologie. Faire du froid, comme on est en train de le développer à Sète, juste à côté d'ici, en prenant l'eau de la mer pour faire ce qu'on appelle de la thalassothermie, c'est-à-dire un réseau de froid et de chaud qui vient chercher les calories de la mer. Donc, quand il fait chaud, on va chercher le froid de la mer, et quand il fait froid, on va chercher la chaleur de la mer pour pouvoir alimenter un très grand quartier, par exemple à Sète. Donc ça, c'est les métiers dans lesquels on se développe aujourd'hui, dans ce qu'on appelle les industries vertes. Et puis évidemment, on n'oublie pas notre production historique qui est l'hydraulique. On a de très gros barrages dans les Pyrénées et le sud du Massif central, plutôt côté ex-Midi-Pyrénées. Et puis évidemment le nucléaire avec Golfech d'un côté et puis le Gard de l'autre, où on a beaucoup de salariés qui y travaillent. Le Gard rhodanien finalement qui n'est pas si loin de Béziers et en effet qui est un Tout énorme à fait. pôle nucléaire. Exactement. Où il y a les 3 patrons du nucléaire français qui se sont retrouvés d'ailleurs là-bas le 8 octobre. Des grosses perspectives aussi en termes de recrutement dans cette filière. Tout à fait. Alors sur le nucléaire... Alors même si là c'est une table ronde sur l'industrie verte. Alors ça c'est un débat. Est-ce que le nucléaire est une industrie verte ou pas ? En tous les Officiellement cas, c'est une non, industrie mais avec les dernières décarbonée. déclarations du président, en effet, il y a une volonté politique de développer quand même et de continuer sur cet axe. Donc. Oui, en fait, je pense que ce qui est important, c'est ce qu'on a dit avant. Notre enjeu, c'est d'arriver à développer une économie, à développer des projets où il n'y a plus de carbone. Et aujourd'hui, le nucléaire, c'est une énergie où il n'y a pas de carbone, comme de l'éolien et du photovoltaïque. Et donc, la région Occitanie est déjà décarbonée à 96%, donc c'est important dans sa production d'électricité. Et le nucléaire aujourd'hui, c'est des perspectives de développement puisque dans le Gard rhodanien, on a une centrale à proximité qui s'appelle Tricastin, donc c'est à 1h30 de route d'ici. Aujourd'hui, on est en train de faire ce qu'on appelle son grand carénage, donc en fait, on la remet au goût du jour, on change quelques composants. Alors je dis quelques, c'est quand même à peu près 1 milliard d'euros de travaux, donc ce n'est pas quelques composants, c'est quand même assez massif. Et puis surtout, les perspectives qu'on a, c'est les annonces du président dernièrement, d'avoir une électricité bas carbone et compétitive. Et le nucléaire et les renouvelables sont tout à fait complémentaires. Le sujet, ce n'est pas nucléaire ou renouvelable, c'est nucléaire ou gaz. Et la France fait le choix de dire c'est nucléaire et renouvelable pour être bas carbone et compétitif. Et on a la perspective, on a le souhait qu'un EPR, donc un nouveau réacteur, puisse s'installer à Tricastin. Et si c'est ça, c'est 10 ans de travaux et c'est des milliards d'euros d'investis pour l'économie régionale. Et on commence déjà à travailler avec l'UIMM sur ces sujets-là parce que c'est majeur et ça veut dire que c'est de l'emploi, pas seulement au pied de la centrale, c'est de l'emploi pour des bassins industriels régionaux et donc jusqu'à Béziers, évidemment. D'accord. Merci, Madame Monnier-Mang. Philippe Chapeau pour Veolia, au niveau macro, un petit peu national, vous allez nous rappeler la forte évolution du contexte réglementaire dans laquelle vous vous inscrivez. Et dans le cadre de cette évolution réglementaire, Veolia offre des solutions de transition écologique. Oui, tout à fait. Donc, déjà, Veolia, c'est un peu comme EDF. C'est une entreprise qui est connue, je dirais mondialement, qui est sur 3 métiers. Je me permets de parler des 3 métiers, même si je fais partie du monde du déchet, mais c'est le monde de l'eau, le monde de l'énergie et le monde du déchet. Donc on est déjà dans un dispositif vert
bien évidemment, puisque ce sont des sujets qui nous touchent au quotidien. L'Occitanie, pour reprendre quelques chiffres sur notre organisation, l'Occitanie, c'est à peu près 650 personnes qui travaillent sur l'ensemble du périmètre. C'est 3 unités de valorisation énergétique, communément appelées usines d'incinération. Voilà, c'est plus connu dans ce terme-là. C'est 2 ISDND, donc ce sont des centres de stockage. Alors, pour les donner, les sites, tout simplement, j'ai oublié de vous le dire, les UVE, il y en a une à Toulouse, une à Sète et une à Nîmes. Les UVE, Voilà, c'est unités de valorisation énergétique, D'accord. qui sont communément appelées usines d'incinération. Voilà. D'accord. 2 ISDND qui sont sur Bénac, donc c'est du côté de Tarbes. Et là, c'est Alors, les ISDND, ce sont les centres de stockage. D'accord. Centres de stockage, donc c'est le centre d'enfouissement, voilà, ce qui est Ok. connu aussi dans ce terme-là. Et puis du côté de Perpignan. On a aussi également 2 centres de tri qui sont des centres de tri de collecte sélective sur Millau et sur Montpellier. Voilà. D'accord. Alors, l'évolution du contexte réglementaire et en quoi, justement, ça change ou ça impulse des nouvelles verticales Alors, au niveau du déchet, on a déjà un premier sujet qui est éviter d'avoir des déchets. Donc, c'est le 0 déchet. Deuxièmement, c'est de se dire, le déchet, il faut en faire une ressource. Donc, soit une nouvelle ressource, donc ça veut dire qu'il faut recycler nos déchets. Donc, c'est aussi une source importante pour nous. Mais également pour faire de la production d'énergie. C'est aussi dans cet aspect-là. Au niveau réglementaire, donc il y a eu un certain nombre d'évolutions réglementaires qui ont été définies depuis un certain nombre d'années. Je parlais de la loi anti-gaspi. L'objectif, c'est effectivement de limiter. C'est pour ça que je parlais du zéro déchet, pardon. Et on a également le fait de développer en fait nos centres de tri en France. D'ailleurs, on a des centres de tri qui sont en appel d'offres et l'idée, c'est vraiment de développer cette nouvelle énergie pour créer une ressource du déchet. C'est vraiment l'objectif de Veolia Recyclage et Valorisation des déchets. Alors, quelles solutions innovantes vous mettez en place? Est-ce que vous pouvez indiquer à nos amis présents dans la salle quelques exemples concrets de solutions toutes récentes ou en projet que vous allez mettre en place en 2022? On a, par exemple, quand on a nos centres de tri, on a des déchets non recyclables. On finit par avoir des déchets non recyclables. On crée des usines de CSR, de combustible solide de récupération, qui permettent d'éviter à certaines usines. Alors il y en a une qui est pas dans la région, mais qui est dans l'est de la France, à côté de Nancy, d'éviter en fait la consommation de plus de 350 000 tonnes de charbon par an pour éviter ce charbon, cet achat de charbon. L'industriel a choisi de mettre en place une usine d'incinération de CSR, donc ce combustible solide de récupération qui est de l'industrie verte, hein, très clairement, sur ce périmètre. Donc ça évite d'émissions de carbone sur le périmètre également. Et vous avez aussi des exemples, je crois, avec, je ne sais pas si on peut les citer là, non, oui, alors, avec une enseigne de jardine. Oui, c'est ça, en fait. L'objectif, c'est aussi de récupérer, on peut les citer, hein, c'est pas gênant, mais on a aussi l'objectif, c'est de récupérer de la matière, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est faire du déchet une ressource, et de faire du déchet une ressource, c'est de récupérer des matières. On va parler de capsules de café, voilà, par exemple. On récupère des capsules de café pour en refaire des nouvelles capsules. Donc ça veut dire qu'au lieu d'avoir un déchet qui est non réutilisé, on réutilise cette matière-là pour recréer des nouvelles capsules. Donc on est vraiment dans un cercle vertueux de renouvellement de la matière. Et c'est un marché énorme qui s'ouvre à vous, j'imagine. C'est-à-dire que l'idée, et je dirais que aujourd'hui, sur l'ensemble de l'Occitanie, on travaille avec 1000 entreprises. C'est notre business. L'idée, c'est qu'avec chacune des entreprises avec lesquelles on travaille, mais avec les autres également, c'est à chaque fois de se poser la question en disant « j'ai un déchet, qu'est-ce que je peux en faire ?» Je vais vous prendre un autre exemple d'une grosse entreprise française, c'est la SNCF. Avec la SNCF, on récupère leur ballast quand ils font les renouvellements de leurs rails. On récupère les ballasts pour remettre ça dans nos centres de stockage.
parce qu'on a besoin de structurer nos centres de stockage avec des ballasts. Donc on recycle en fait leur ballast. Voilà. Donc il faut vraiment qu'on ait tous cette recherche, et c'est ce que l'on a au niveau au niveau de mes acheteurs. L'idée, c'est vraiment de chercher toutes les solutions à récupérer en fait des déchets des uns et des autres pour en faire de la ressource de demain. Et vous parliez de 1000 entreprises avec lesquelles vous travaillez dans la région. Monsieur Chapeau, quels sont les prérequis pour les PME qui souhaiteraient se positionner sur vos marchés avec vous? On est sur le salon Intersud, c'est une question centrale, me semble-t-il. Quels sont, entre guillemets, vos critères de sélection, vos exigences et vos exigences nouvelles aussi? Alors, on a, vous connaissez tous la RSE, la responsabilité sociale environnementale. C'est une obligation, je dirais, qui va monter en gamme dans les mois et années qui viennent. L'idée, c'est que l'ensemble des entreprises avec lesquelles on travaille soient dans cette mouvance de chercher à respecter l'environnement, à respecter le développement durable, à faire de leurs déchets une future ressource. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à évoquer les déchets que les uns et les autres peuvent avoir. Alors, soit avec mes acheteurs, soit avec les commerciaux, pour dire j'ai des déchets, qu'est-ce que je peux en faire? Voilà, il y a cette évolution que j'évoquais tout à l'heure, l'évolution réglementaire, qui fait que de plus en plus, on va sortir un certain nombre de déchets pour en faire des ressources. Donc, par exemple, la politique RSE, pour simplifier la question, la politique RSE, ce n'est pas quelque chose que pour les grands groupes, ça concerne aussi les PME. Vous allez être regardant sur la politique RSE des PME qui passe, par exemple, par le bilan, l'empreinte carbone, le taux de matériaux recyclés utilisés, etc. Des choses très précises. Et ce n'est pas forcément encore des choses sur lesquelles toutes les PME sont positionnées. Vous pouvez faire un message là-dessus un peu précis? Alors, c'est vrai. Que ça soit utile, vous voyez l'évolution. L'idée, c'est effectivement le zéro carbone. Oui. Voilà, ça a été évoqué. Le zéro carbone, c'est vraiment quelque chose qu'on doit tous avoir en tête. Donc ça veut dire qu'avant de savoir qu'on est au zéro carbone, il faut déjà faire des analyses, savoir combien on émet de carbone. Donc c'est la première étape. C'est la première étape qui sera demandée à l'ensemble des entreprises, c'est de dire est-ce que vous avez fait un bilan carbone de votre impact, de votre entreprise sur le carbone, et après de mettre en place des plans d'action sur cette évolution d'émissions de carbone. Voilà, il faut vraiment qu'on ait cette démarche-là les uns les autres. C'est là où Veolia, comme certainement EDF, nous sommes des grands groupes, et je dirais que l'impact local avec les entreprises est extrêmement important. Je vous l'ai dit, 1000 entreprises, c'est quand même très très important. On répond avec eux d'ailleurs sur beaucoup de marchés. On répond plutôt avec des PME de façon à avoir aussi cet esprit de start-up rapide, dynamique, parce que souvent ils nous apportent aussi des solutions. Et il faut vraiment qu'on s'accompagne collectivement. Je dirais que c'est un travail en commun. C'est pas parce que c'est un grand groupe et c'est une PME. Moi, ça fait la deuxième fois que je viens ici et je trouve que c'est extrêmement intéressant de pouvoir échanger justement avec les entreprises qui nous apportent aussi leurs problématiques, et on les aide à grandir avec nous en fait. Madame Moyenmangue, là aussi sur vos attentes par rapport aux PME, un message à passer, ce sur quoi vous êtes plus vigilant peut-être aujourd'hui? Alors, historiquement, EDF est une entreprise de service public, donc évidemment, les conditions sociales dans lesquelles évoluent nos prestataires est quelque chose d'extrêmement important pour nous. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et je prendrai l'exemple d'EDF Renouvelable, chaque fois qu'on développe un parc éolien, un parc photovoltaïque, par exemple à Perpignan, le grand ensemble éolien catalan, on a signé un partenariat avec le territoire pour faire travailler les entreprises locales. Donc ça, c'est important aussi. Et puis, évidemment, la neutralité carbone. Alors pourquoi? Parce que dans notre raison d'être, en fait, on veut être l'opérateur énergétique mondial décarboné. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a ce que nous, on émet comme carbone éventuellement qu'il faut qu'on réduise. Mais après, il y a évidemment, et c'est comme ça que l'empreinte carbone est calculée, ça s'appelle scope 1, scope 2, scope 3, c'est ce que moi j'émets,
et ensuite c'est ce que mes fournisseurs émettent. Donc aujourd'hui, on s'attaque à nous, on essaie de décarboner. Par exemple, en ce moment, on s'équipe en voiture électrique sur tout notre parc automobile, mais on commence déjà à regarder ce que nos PME, nos prestataires ont comme empreinte carbone. Et honnêtement, quand on commence à regarder comment réduire son empreinte carbone, c'est comme à la maison, c'est très compliqué, ça prend du temps. Et donc, c'est maintenant qu'il faut démarrer pour que vous puissiez avoir des marchés dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans qui sont garantis. Même si ce n'est pas forcément la problématique du moment, c'est des choses qui se préparent sur plusieurs mois parce qu'il faut tout regarder. Il faut regarder aussi vos fournisseurs, etc. Capella Festa, pour Genvia, vous avez parlé de 500 emplois directs et beaucoup, des centaines aussi d'emplois indirects, un tissu de PME qui va être concerné. Là aussi, sur quels critères allez-vous retenir particulièrement? Il y a aussi l'enjeu de la compétence, évidemment, sur des nouveaux métiers où il y a des difficultés de recrutement et tout. Enfin, je ne sais pas, hein, je pose les questions, questions un peu longues là. Oui, mais je pense qu'il y a une grande partie des réponses qui ont déjà été données par Philippe et par Virginie. C'est vrai que cette empreinte carbone de nos fournisseurs, ce que Virginie appelait le scope 1, scope 2, c'est en fait ce qui compte pour une entreprise, c'est pas simplement les émissions de CO2 chez l'entreprise, mais c'est toute la chaîne de valeur qui aide à fabriquer l'objet produit. Donc, et c'est pas pour dire qu'il faut que tous nos fournisseurs soient décarbonés là aujourd'hui, mais c'est qu'il faut ce dynamisme dont il parlait Philippe, la volonté d'y réfléchir ensemble avec nous, d'investir. De oser imaginer comment on change tout ce qu'on fait pour décarboner. Sinon, dans les métiers, c'est les métiers du passé. La mécanique, l'électronique, c'est la production, c'est les métiers qu'on connaît, où je rajouterais quand même la partie digitale des données. On sait très bien qu'on vit dans un monde qui est beaucoup plus digitalisé qu'il y a 5 ou 10 ans. Donc, il faut les bonnes réflexions, qu'on fait les choses dès le départ qui sont automatisées, digitalisées et qu'on passe, que ça on fait directement. Donc, c'est les mêmes compétences, mais il faut cette dynamisme, cette volonté de faire un chemin avec nous vers une décarbonisation qu'on peut prouver ensemble. Et juste un aspect, je pense, qui est intéressant, on va fabriquer les électrolyseurs, on va les intégrer dans les systèmes. Après, on va les transporter vers les clients dans le monde entier. On est en train de réfléchir au canal de Midi, au chemin de fer qui était avant utilisé l'usine pour transporter les objets produits, que maintenant on fait moins, on fait ça par la route avec du diesel. Mais je pense qu'il faut reprendre un peu les idées de qu'est-ce qui était l'infrastructure plus bas carbone avant, comment on peut peut-être réutiliser le canal, les voies, les chemins de fer et bien sûr la proximité de la mer ici aussi important. Et quel levier vous semble-t-il important d'activer pour créer un écosystème favorable là, dans l'Ouest Hérault pour les industries vertes? Peut-être Madame Monnier-Mang et Madame Festa, vous êtes toutes les deux, à travers vos structures respectives, implantées dans le territoire. Comment créer un écosystème? Il existe déjà, mais comment le renforcer? Alors, je pense qu'on l'a pas beaucoup dit, mais c'est le problème aujourd'hui que tout le monde rencontre aujourd'hui, c'est la compétence. Et aujourd'hui, on a du mal à recruter, notamment dans l'industrie et notamment des femmes. Donc ça, c'est un vrai sujet aujourd'hui, mais c'est un sujet qui va devenir croissant. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on ait des infrastructures, et c'est aussi le rôle de la CCI aujourd'hui, d'aider au développement de formation pour les besoins du territoire. Donc c'est comme ça qu'on crée un écosystème. Et puis je pense qu'un écosystème, c'est ce qu'on fait aujourd'hui aussi, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit étroitement connecté avec le bassin toulousain. Il faut qu'on soit étroitement connecté avec le bassin montpelliérain, puisqu'on l'a dit, il y a des compétences dans le digital, il y a des compétences dans l'industrie très fortes sur Toulouse, et c'est tout ça qu'il faut qu'on arrive à connecter. Et donc, si j'avais un mot, c'est travaillons ensemble, soyons dans le collectif pour se nourrir de nos expériences, de nos expertises, et développer comme ça un territoire qui soit connecté régionalement et aussi avec les enjeux de demain, parce qu'on l'a vu, c'est des milliards d'euros.
Madame Festa ou Monsieur Chapeau? Oui, je rajouterais juste Ouais. un petit point par rapport à ça. C'est en fait, il faut créer justement cet écosystème public, privé, PME, euh, nos actions quotidiennes en tant que citoyen, tout simplement. Je suis citoyen de l'Occitanie, j'habite Toulouse, même si voilà. Et donc, il faut vraiment que, je dirais que ce soit je dirais un avenir de nous tous dans notre vie personnelle, dans notre vie professionnelle et dans cet environnement qui est le nôtre avec tous les acteurs. Voilà, c'est ce qu'on voit aujourd'hui sur Intersud. Madame Festin, comment quel écosystème Genvia va créer autour d'elle? Est-ce qu'il y a des partenariats déjà qui sont tissés Oui, Voilà. oui, tout à fait. Donc, je pense que les partenariats, c'est très important dans ce métier. Bon, historiquement, ça a Qu'est-ce toujours qu'on été peut, important. qu'est-ce qu'on peut annoncer à ce jour Euh, en termes d'écosystème qui peut être Oui, créé et je à pense Béziers? et juste pour dire, non, moi je suis pas de la région, je découvre la région depuis un an et demi, et on a fondé l'entreprise, le siège de Genvia est à Béziers. Et moi vraiment, j'étais bluffée par ce qu'on a pu mettre en place en si peu de temps. Grâce à toute l'infrastructure locale et les gens qui nous ont aidés. Donc il y a un vrai, moi je trouve qu'il y a un vrai C'est dynamisme. vrai qu'on le verra Et aussi dans la qui- deuxième table ronde. Oui, et qui est avec, aussi en partenariat avec la région, qui s'est Mm. impliqué énormément, qui est là comme catalyseur dans les différents groupes industriels, mais aussi comme actionnaire finalement de Genvia. Donc je pense qu'il y a beaucoup de sujets où il faut qu'on travaille ensemble, sur tout ce qui est la chaîne de la valeur, sur l'éducation, sur la préparation des métiers, la formation de ce qu'on aura besoin. Et je rejoins un peu ce que Virginie a dit, qu'il faut vraiment que les jeunes gens pensent lorsqu'il faut faire des bons actes pour la planète. Oui, c'est chez soi dans son comportement, mais c'est aussi comment je peux multiplier ça au niveau industriel et vraiment mes compétences disponibles dans l'industrie, parce que ça va être un gros challenge industriel, ce changement de transformation de toutes nos consommations d'énergie, et on aura besoin. Et est-ce qu'il y a un travail qui peut être mené en collaboration entre EDF Renouvelables à Colombier, Genvia à Béziers, sur des partenariats de recherche, des recherches de compétences Alors, c'est peut-être pas EDF Renouvelable à Béziers, mais en tous les cas, c'est EDF, puisque on travaille déjà avec Genvia. On va notamment, au sein de notre recherche et développement, tester les premiers stacks qui vont sortir de l'usine là, très prochainement. Et donc, on a une coopération très forte avec Genvia qu'on est en train de mettre en place, justement parce qu'on est investi dans l'hydrogène. Et puis, on peut aussi, comme vous l'avez dit, avec des parcs photovoltaïques, éoliens et du nucléaire, alimenter en électricité bas carbone ces électrolyseurs. Donc oui, on a de fortes coopérations en perspective. C'est bon. C'est le cas. D'accord. Monsieur Katzenmayer? Alors, moi, si je devais résumer un petit peu l'ensemble des échanges, ce que je vois, et c'est ce qu'il faut garder en mémoire, c'est qu'on est dans une transformation aujourd'hui qui est importante et qui va toucher nos industries. On va tous, et on s'inscrit tous dans une démarche de décarbonation. Cette volonté, elle est affirmée. Elle est affirmée au niveau national, elle est affirmée au niveau européen, au niveau international également, même si tout le monde n'y va pas de la même manière. En attendant, je pense qu'aujourd'hui, la France prend là une avance, ou souhaite prendre une avance sur ces technologies dites vertes et éco-responsables. Ça, c'est le premier point qui est à noter. Le deuxième, et moi je m'adresse un peu plus aux jeunes, je vois qu'il y en a certains dans la salle, et aux gens qui ont une image malheureuse de l'industrie. Ce qu'on voit, c'est qu'on a 3 industriels qui sont autour de la table. Je n'ai pas parlé d'Airbus, et on pourra en parler si vous le souhaitez, mais j'ai 3 industriels qui, aujourd'hui, sont responsables et s'inscrivent dans une démarche proactive pour aller travailler des sujets qu'on ne maîtrise pas en totalité aujourd'hui, mais ils se donnent cette feuille de route technologique. Et ça, c'est à noter parce qu'on voit trop souvent des gens qui voient l'industrie comme malheureusement un secteur qui n'est pas propre, et les talents n'ont pas forcément envie de s'inscrire
dans une telle démarche. Et ce qui est important, c'est qu'on garde et qu'on attire des talents. Qu'on garde et qu'on attire des talents. Et ça, c'est notre préoccupation à tous. Si je dois résumer ce qui a été dit, c'est déjà les hommes. Ce sont les hommes et les femmes, bien sûr. Non, mais quand je dis les hommes, c'est les hommes au sens large. D'accord ? Les êtres humains. Et je suis entièrement d'accord avec vous. Il faut attirer les gens à venir dans les secteurs industriels. Et ça, c'est de la responsabilité des chambres consulaires, des branches professionnelles, mais également, en tant que parents, c'est notre responsabilité à tous. Et aujourd'hui, je pense que la première chose qu'il faut avoir en tête, c'est de dire à nos enfants, lorsqu'ils sont au collège, c'est de leur dire, regarde ces métiers. Ils ont tous, nos gamins, envie de vivre dans une planète qui sera plus propre et pour laquelle ils auront finalement cette non-angoisse qu'on peut avoir aujourd'hui, parce qu'on a un stress qui se pose aujourd'hui au niveau de l'échelle internationale. Donc ça, c'est important. Donc le premier élément, moi, que je retiens, c'est la sensibilisation qu'il faut qu'on ait auprès de nos jeunes pour attirer nos jeunes vers quoi ? Vers ces nouveaux métiers. Deuxième point que je vois, et j'en viens aux journées B2B que l'on a aujourd'hui au Salon Intersud, c'est quoi ? Ce sont aujourd'hui, grâce à ces industriels, on va avoir des relais de croissance sur notre territoire. On parlait d'écosystème. Cet écosystème, il est vrai. Il peut y avoir effectivement des partenariats entre EDF et Genvia. Il peut y avoir des partenariats peut-être entre Veolia et Genvia. Tout ça, il va y avoir un terreau qui va être fertile. Et ce terreau-là, il va falloir l'accélérer. Donc ça, c'est bien parce qu'on va avoir des opportunités. Et lorsqu'on est patron d'une entreprise, qu'elle soit une petite start-up ou une belle ETI, entreprise de taille intermédiaire, on doit se projeter. Quand on est patron, on doit se projeter pour aller chercher du business. Et là, je pense qu'il y a des opportunités à prendre. Et je pense que la France, en étant humble, parce que ce n'est pas l'objet de mon propos, mais en étant humble, a la capacité aujourd'hui de pouvoir donner des réponses technologiques sur les problématiques dont on parlait précédemment. Donc ça, c'est une force que nous avons. Faisons en sorte de la travailler et de la développer. Et c'est d'ailleurs l'objet même du déplacement qu'a pu faire le chef de l'État la semaine dernière. Il vient sur des bassins qui sont fertiles, où on voit qu'il y a une dynamique offensive pour aller chercher des new business. Ça, pour moi, c'est le deuxième point. Le troisième point, on a parlé de gens qui vont justement construire cet avenir décarboné. Moi, je voulais simplement l'illustrer. Très souvent, on fait des raccourcis également sur la vision qu'on peut avoir du trafic aérien et de la filière aéronautique au sens large. Et il y a beaucoup d'interprétations. Et quand on regarde et qu'on se projette, parce qu'il faut toujours se projeter par rapport à des chiffres qui sont des chiffres factuels, quand on regarde le taux d'émission CO2 qu'on peut émettre au niveau mondial, le transport aérien ne représente que 2%. Ça, il faut le savoir. À l'échelle planétaire, ça ne représente que 2%. Et quand on regarde le monde du numérique, tous nos smartphones, nos PC, etc., ça représente 2 fois plus que notre impact, nous, en termes de CO2 au niveau planétaire. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que là, on se leurre. Et quelque part, on masque une vérité. Moi, ce que je peux dire simplement, c'est que pour rebondir sur tout ce qui a été dit, le transport aérien s'inscrit dans cette dynamique d'avions décarbonés et de neutralité carbone. Et on a pris là aussi des engagements forts sur ce sujet-là, en utilisant, on va utiliser des nouveaux modes de propulsion qui sont à l'étude. Et c'était d'ailleurs pour ça que hier au soir, j'en ai profité pour venir visiter Genvia et voir un petit peu l'avancement technologique qu'ils ont, parce que nous aussi, on s'inscrit dans cette dynamique. Donc ça, c'est des éléments, à mon sens, qui sont importants parce qu'il y a une mobilisation globale qui est là pour atteindre cet objectif. Donc nous inscrivons dans ces modes de réflexion. Sur le bassin toulousain, force est de constater que, effectivement, on va drainer aussi une activité
sur ces thématiques-là, mais ça m'intéresse, et c'est pour ça que j'ai répondu favorablement à votre table ronde, ça m'intéresse de discuter en tant qu'industriel avec des gens qui sont d'autres secteurs que le mien, mais qui sont industriels, pour qu'on échange. Et ça, c'est moi le sens même de cette richesse qu'on va retrouver et qu'on retrouve aujourd'hui. Moi, je félicite Cathy qui est au fond de la salle de conférence et qui a souhaité, pour cette 3e édition, placer cette réflexion dans cette matinée. Je trouve que c'est très, très riche d'enseignement. Et autre point qui est riche, c'est qu'aujourd'hui, on peut s'en féliciter. On se retrouve enfin, on ne l'a pas dit, mais tous ensemble, et physiquement, ça fait du bien de se voir et de se retrouver, parce qu'on est des êtres humains, et le business, il se fait en B2B. Donc j'espère que les rencontres seront bonnes aujourd'hui, je le souhaite. Mais voilà ce que ça m'a inspiré, l'ensemble des propos qui ont été portés avec mes collègues. Merci, Monsieur Katzenmeier. De toute façon, vous resterez avec nous sur la deuxième table ronde. Madame Festa, que veut dire tout simplement le nom Genvia? Ou sinon, je poserai la question à Luc Mas. Je lui ai posé la même question hier au soir. Je n'ai pas la réponse. Donc il n'y a pas de sens particulier. En fait, on avait les collaborateurs, on avait fait un brainstorming ensemble pour avoir des idées. Les deux, donc il y a 2 syllabes. On a pris plutôt le gène de hydrogène et d'ingénierie et d'idées que le HY, où on trouvait que c'était parfois un peu compliqué au milieu d'un mot. Et VIA, c'est un peu le chemin. Le chemin vers la décarbonisation, le vecteur de décarbonisation. Voilà, donc on a inventé le nom, on trouvait que c'était pas trop difficile à prononcer. Donc, dernier point que je voulais soulever, on parlait beaucoup d'écosystèmes de fertilisation croisée, et je pense que c'est important d'avoir sur ce territoire biterrois qui est riche en compétences, il y a un point qu'il faut garder en mémoire. On va sortir des nouvelles technologies, on va avoir des nouveaux besoins et on va en avoir des nouveaux métiers, mais il faut rester au niveau de compétitivité qui va bien. Les autres pays vont accélérer aussi et ils vont s'inscrire dans la même dynamique. Et je pense que ce qui peut gagner en force sur un territoire comme le Biterrois, c'est le fait qu'on est dans un écosystème qui est très réactif, qui se connaît bien et qui peut travailler de façon très agile. L'agilité aide beaucoup dans la notion de compétitivité parce qu'on met au point plus rapidement des sujets. Donc la compétitivité, il faut la garder en mémoire et je pense que ça, c'est également un fondamental qu'il faut avoir en tête. Et derrière la compétitivité, on va retrouver quoi? On va retrouver également dans l'industrialisation de tous ces produits, parce que là, on n'y est pas encore, on va retrouver de l'automatisation. J'ai vu hier au soir une usine qui m'a bien plu, parce que avec un patron qui a là aussi toute la volonté de mettre au point des systèmes industriels 4.0, on en parle souvent, on dit 4.0, 5.0, peu importe, on parle d'usine du futur. Là, hier au soir, j'ai vu des choses qui avaient une maturité industrielle qui fait qu'on a réduit en cycle et qu'on a gagné en compétitivité et donc en efficacité opérationnelle. Et juste, la personne qui me l'expliquait, elle s'est battue non pas dans un registre national, mais dans un registre international. Et finalement, ils ont pu, ce qu'on appelle réinsourcer des compétences et de l'activité parce qu'ils ont été compétitifs. Et ça aussi, c'est un élément qu'il faut garder en mémoire. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? On vous a endormi? Pourtant, la pluie s'est arrêtée. Hein. Alors, peut-être via l'application, pour vous à nouveau, Madame Festa, à quoi est destiné l'hydrogène produit? Vous y aviez déjà un petit peu répondu tout à l'heure. Est-ce qu'il va servir pour d'éventuelles voitures à hydrogène à Béziers? Je crois que le marché est plus national, international pour des clients industriels, si je comprends bien. C'est vrai qu'il y a énormément d'espoir pour l'hydrogène et les utilisations. Donc il y a des utilisations actuelles, mais pour le futur, on imagine bien d'autres. La mobilité étant très important. Donc juste aujourd'hui, on utilise l'hydrogène pour la fabrication de l'ammoniac, qui est tout ce qui est engrais, production de nourriture, etc. Et on l'utilise dans les raffineries pour craquer les molécules. Donc ça, c'est les utilisations d'aujourd'hui. La raison pour laquelle on se projette vers cet hydrogène décarboné, c'est bien pour l'utiliser dans plein d'autres circonstances. La mobilité, c'était important, mais aussi dans les industries lourdes.
Donc, si on prend les aciéries, les cimenteries, l'industrie de chimie, c'est comme des gros émetteurs de CO2. On peut l'imaginer à l'entrée, donc comme énergie, mais aussi dans plein d'autres utilisations et de remplacer aussi l'hydrogène gris d'aujourd'hui. Donc nous, nos premiers projets, on fait dans les industries lourdes et aussi avec EDF pour justement explorer différentes utilisations on peut imaginer. Mais on imagine tout à fait une gamme d'utilisations très large, y compris la mobilité, bien sûr. Quand on parle de mobilité, plus précisément, ça sera destiné à quel Donc type nous, de client donc on va vendre des électrolyseurs, les piles à tout client qui veut produire mais qui veut aussi consommer. Donc pour la pile à combustible, nous, Genvia, on cible le marché maritime. Ça, c'est pour utiliser l'hydrogène. Après, pour la production, je vais peut-être laisser Virginie en parler un peu parce que là, il faut voir comment on peut faire des hubs mercantiles, je dirais, pour produire l'hydrogène à plein d'usages dans les territoires. Alors peut-être pour répondre exactement à la question, les études qui sont faites aujourd'hui de prospective montrent que ce n'est pas forcément dans les voitures qu'on va utiliser l'hydrogène. Sur les voitures, on sent que les constructeurs mondiaux, je ne dis pas européens, je dis mondiaux, en fait, on fait le choix de l'électricité. Donc, on pense que sur le véhicule léger, donc individuel, ça va être l'électrique. Par contre, pour les camions, pour les bateaux, là, on va aller sur de l'hydrogène. Pour les trains aussi. Pour les trains aussi. Et puis, ce qu'on imagine aussi, c'est l'industrie et peut-être à horizon 2045-2050, ce qu'on voit, c'est qu'on va avoir beaucoup d'électricité produite par du photovoltaïque et de l'éolien. Et la problématique de ces énergies-là, c'est qu'elles sont, entre guillemets, intermittentes. Ça veut dire que quand vous n'avez pas de soleil, ça ne produit pas. Donc, par contre, aujourd'hui, là, on n'a pas de soleil, il faut de la lumière quand même. Donc, l'hydrogène peut tout à fait être produit par des énergies renouvelables ou du nucléaire au moment, par exemple, où on a du soleil et donc on produit de l'hydrogène. Et à un moment où on va avoir besoin d'électricité, on va réutiliser l'hydrogène dans l'autre sens, entre guillemets, pour gérer ce qu'on appelle cette intermittence. Et donc, ça va être du stockage potentiel également pour arriver à gérer ce qu'on appelle la flexibilité. Voilà. D'accord. J'espère que ce n'était pas trop compliqué. Ça va, enfin, j'ai suivi. Et peut-être juste sur ce dernier point, donc c'est un des axes de collaboration entre Genvia et EDF, que l'objet d'électrolyseur que Genvia va produire peut être réversible. Donc le même objet peut être aussi un pile à combustible. Donc ça veut dire qu'on peut, au moment où il y a du soleil, comme Virginie a expliqué, produire la molécule d'hydrogène. Et au moment où il y a une forte demande d'électricité, où le soleil ne brille pas, où il n'y a pas de vent, renverser le processus pour remettre de l'électricité dans le réseau. Et plus on avance, avec les renouvelables dans le mix, en France, on est gâté avec le nucléaire, mais dans d'autres pays, ça devient quelque chose de très important assez rapidement. Ce stockage de molécules pour pouvoir le restituer au moment où on a besoin d'une électricité le soir, par exemple, va être très important. Donc, c'est des choses qu'il faut mûrir, il faut réfléchir, il faut essayer de travailler ça. Ce n'est pas pour demain, mais d'ici 2040, je suis sûre que ce sera une application très importante pour la technologie Genvia et sur les réseaux EDF et ailleurs dans le monde. Très bien. Est-ce qu'il y a une question? Je relance l'assistance. Est-ce que vous avez une question? N'ayez pas peur, ils sont gentils. Enfin, je pense. Ils ont été plutôt gentils, je crois. Tout était clair? Bien. Écoutez, merci beaucoup pour cette première séquence. Monsieur Katzenmayer, vous restez. Vous pouvez aller prendre un café si vous voulez. Je vais aller chercher un café voilà. et je reviens. D'accord. On peut les applaudir.